Alors, pour la suite, on va utiliser des images. Soit vous utilisez des images que vous avez, des images à vous, vous avez 10, 20 images à disposition, soit vous téléchargez dans le dossier ici, vous téléchargez les images que je vous propose. Donc, vous arrivez là, et puis après, il faut demander de télécharger, c'est ça, clic droit, télécharger. Oui, vous n'allez pas télécharger chaque dossier là, un à un. Soit clic majuscule, clic, les sélectionner tous et télécharger, soit là au-dessus, clic droit, télécharger. Et à mon avis, vous avez même une interface différente en fait, avec un bouton télécharger pour télécharger tout le dossier. Voilà, c'est comme ça, il y a des images, n'importe quoi comme image pour faire les tests pour la suite. Parce qu'on va parler des images un peu plus. Bon, on était passé rapidement à cet exercice-là. Il nous restait en fait celui-ci à terminer, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Donc, je vous rappelle, il s'agissait de dupliquer plusieurs fois pour en avoir 6 ou 8 et gérer les espacements entre les répétitions pour faire une grille de blocs comme ça. Mais ce sera pour plus tard. Ce qu'on va voir là tout de suite, c'est les grilles d'images. Donc, quand vous êtes à un cours d'inspiration, ça peut aider les grilles d'images. Parce que c'est graphique. Vous avez des images, mais vous ne savez pas trop comment les montrer pour que ce soit intéressant. Mais des grilles d'images, ça peut être intéressant. Bien, grille d'images et plus largement manipulation des images, pré-réglage des blocs images. Donc, pour ça, vous allez sur une double page qui n'a encore rien. Et on va éventuellement créer un bloc image. Donc, les blocs images, je vous rappelle, c'est avec la diagonale. Mais ceci dit, si je crée un bloc avec ça, je peux mettre une image dedans aussi. Même un bloc texte qui ne contient pas de texte pourra contenir une image. Ben, voilà. Ça, c'est utile quand on fait des maquettes de magazines comme ça. À l'avance, dans la maquette, on sait que quand on voit un bloc avec des diagonales, c'est pour une image. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, donc là, je vais tracer un bloc sur toute la zone des marges. Pour bien voir ce qui va se passer ici pour la démo, je vais lui mettre une couleur. Ok. Bon, c'est peut-être l'occasion de parler d'un petit truc ici. Regardez, si je laisse à 100% la couleur cyan que j'ai mise, je peux demander ici, dans le nuancier, nouvelle teinte. Et ça, c'est juste une variante de la couleur. Voyez, la couleur, elle est là, les curseurs, je ne sais pas modifier, c'est 100% de cyan. Par contre, j'ai un curseur teinte. C'est pas de la transparence. Voilà. Et j'ai la teinte. Écoutez, on peut tester comme ça si vous voulez. Parce qu'à un certain moment, c'est vrai que c'est très intéressant de pouvoir faire des camailleux dans InDesign. OK, sur le côté, allons-y. Faites un bloc sur le côté. Dans la couleur de fond, on va lui mettre... La couleur de fond, on va lui mettre une nouvelle couleur qu'on va créer. OK, nouvelle couleur. Donc, je vous rappelle, je viens avec l'outil ici de créer sur le côté un cercle, juste pour faire un petit test rapide. La case de fond est à l'avant-plan et dans le menu de la palette nuancier, je demande nouvelle couleur. Et alors, vous allez créer une couleur comme vous voulez avec les curseurs. OK. On peut même la nommer. Comme vous voulez. Elle apparaît dans le
dans le nuancier. Ceci vous indique qu'elle est créée par mélange de 4 encres, et ça indique que ça sera créé sur le papier par du tramage, des trames cyan, magenta, jaune, noir superposés. Ce n'est pas une couleur de ton direct comme une Pantone qui vient s'ajouter. Est-ce que jusque-là, ça va? Oui. Ok. Vous allez créer un autre cercle avec la même couleur de fond, si vous voulez. Oui, ça ne fonctionnait pas chez toi. Je sais pourquoi. C'est parce qu'il a récupéré le style d'objet précédent ou les caractéristiques de l'objet précédent, et certainement qu'il était à 0% d'opacité, la voiture sur laquelle on a travaillé. Voilà. Donc, en allant dans Fenêtre, Style, Style d'objet, sans même réfléchir, on remet à 0 l'objet en cliquant sur le mot « sans ». Voilà. Ah oui, c'est vicieux, c'est comme ça. Et puis, j'applique la couleur bleue sur le fond. Voilà. OK. Alors, ce qu'on est en train de voir là, avant qu'on parle des images, petite parenthèse sur les couleurs, sur les teintes. Vous avez vu jusqu'à présent qu'il y a possibilité de teinter la couleur comme ça manuellement, mais vous pouvez aussi créer vos propres teintes pré-réglées dans le nuancier. On est d'accord que c'est pas de la transparence. C'est juste l'intensité de la couleur. On va la laisser à 100% ici, de teinte. Par contre, on va demander, dans le menu de la palette nuancier, on va demander « Nouvelle teinte ». Et les pourcentages de la couleur sont visibles ici, mais non modifiables. Par contre, on peut modifier la teinte. Le nom n'est pas modifiable non plus. Voilà. OK. Et voilà. Et si ça ne convient pas, vous double-cliquez. Vous avez la case aperçu cette fois-ci. Et quand vous bougez, vous voyez ce que ça donne. Donc, il y a toujours le pourcentage qui indique qu'en fait, il s'agit d'une teinte. C'est cette couleur-là, teintée comme ça. Ça a fonctionné? OK, si je fais un troisième cercle auquel j'applique la couleur bleue, dans mon cas, et que je fais une teinte, je vais pouvoir... Voilà. Etc. Et ça, c'est très pratique. Vous pouvez utiliser ça dans un document pour donner une identité visuelle au document. C'est un camailleux, en fait. Hein. C'est, quelque part, c'est la même couleur, mais à différentes intensités. C'est un camailleux. Et alors, ce qui est magique, c'est que quand on double-clique sur la couleur d'origine et qu'on la modifie, ben, ça modifie les teintes. Ah ben oui. Autrement dit, vous pourriez décider que vous mettez une couleur dans le document, vous la testez, et sans trop vous préoccuper de savoir si elle est bonne ou pas, parce que vous savez qu'après, vous allez pouvoir modifier et regarder ce que ça donne. On peut se focaliser d'abord sur la composition, la typographie, et puis sur les couleurs. Puisque quand les couleurs sont dans le nuancier, quand on les modifie, ça modifie les objets qui utilisent ces couleurs-là. C'est pas mal, ça. C'est le principe de la teinte. Pré-réglée dans le nuancier. Ça marche pour du texte aussi, qui utiliserait ces couleurs-là, pour des fonds colorés, n'importe quoi. Ok, regardez ça, vous allez tester après. Ici, je vais faire un cercle, et en couleur de fond, c'est la couleur bleue ici, ça s'appelle couleur bleue, c'est vrai que je pourrais changer pour que ce soit réellement du bleu. Voilà, ok. Bon. En couleur de fond de ce cercle, c'est la couleur bleue. Ok, open your eyes, ouvre tes ouilles. Je vais créer un autre cercle avec la même couleur. Je viens juste de déplacer celui-là avec la touche option enfoncée, ça fait une copie.
Voilà. Et là, je vais aller dans Objet, effet, transparence. C'est une autre manière de multiplier les couleurs. Objet, effet, transparence. La case aperçue, je peux la cocher parce que j'ai un objet qui est sélectionné. J'ai ici l'opacité. Mais alors, il y a aussi les modes de calcul entre l'objet du dessus et l'objet du dessous. Donc, si vous passez ça en revue, vous allez voir que vous allez obtenir des résultats différents. Une fois que vous êtes passé à autre chose que normal, attendez un peu que je vérifie. Non, même pas. Avec la roulette de la souris, vous pouvez les passer en revue, en fait. Allez-y, testez ça. Vous voyez qu'il y a certaines couleurs qui se créent. Alors, typiquement, qu'est-ce qu'on a? On a produit dans la liste. Ça, c'est comme quand on superpose des marqueurs. Quand vous dessinez avec des marqueurs couleurs, là où vous superposez les couleurs, c'est toujours plus foncé. Et l'inverse de produit, c'est... Où est-ce qu'il est, superposition, oui, ça va être superposition. C'est comme quand on projette des images sur un mur. Plus vous projetez d'images, plus ça devient clair sur le mur. Donc, ta question, c'était, est-ce que l'objet est sélectionné? Est-ce que la case aperçue est cochée en bas À gauche. à gauche? Oui. Est-ce que tu as joué là-dessus? Superposition, enfin, les modes ici et l'opacité éventuellement? Il ne se passe rien? Non, j'aime pas. On travaille bien sur la forme qui est au-dessus de l'autre, pas la forme qui est en dessous sur le fond blanc. C'est bien la forme qui est au-dessus de l'autre. Elle se superpose bien. Ah ben non, c'est l'en dessous par rapport au blanc du papier, ça marche pas. Ça fonctionne par rapport à d'autres couleurs d'objets qui seraient en dessous. Voilà. Objet, effet, transparence. Donc ça peut être très intéressant, ce genre de choses. Voilà. Et si je duplique à nouveau, ben ça multiplie les couleurs, en fait. Hein. C'est très intéressant, ces effets de transparence. Ça multiplie les couleurs, tout simplement, en fait. Donc, c'est une solution aussi. Alors, je ne vais pas l'expliquer maintenant, mais il y a quelque chose qui s'appelle, dans le menu édition, l'espace de fusion des transparences. Et il y a également, quand on exporte le PDF, l'aplatissement des transparences. Donc, je note qu'on doit avoir ça, mais je ne vais pas en parler tout de suite parce que sinon, ça nous amène dans des choses un peu trop techniques. Mais c'est intéressant de le voir parce que forcément, ça peut créer des problèmes. Parce que si on n'aplatit pas les transparences à l'exportation du PDF, il risque sur l'ordinateur de l'imprimeur de se passer des choses et ça ne va pas sortir comme ce que vous avez vu à l'écran. Alors, ils sont entourés de quoi? D'un contour peut-être, ce genre-là? Ah, c'est peut-être un contour, hein. Ça peut être très intéressant de mettre un contour. Le contour, pendant que les cercles sont sélectionnés. C'est à 0 point. Ok, je vais venir voir ce que c'est alors. Ils sont entourés. Ok. Oui, ce que tu vois, c'est les vecteurs, en fait, qui te donnent l'impression que c'est des contours. Donc, il y a deux solutions. Soit il faut le mettre sur la page et passer en mode aperçu pour ne plus voir les vecteurs, ou alors il y a la solution ici, dans la palette des outils,
à cet endroit-là. Donc, pas en le mettant nécessairement sur la page. Si on demande de ne pas voir les contours du bloc, ça va peut-être... voilà, ça ne se voit plus à ce moment-là, sauf quand on survole. Voilà, contour du bloc, pas contour du bloc. Oui, c'est très fin en fait. Hein. Voilà, il faut garder les contours du bloc affichés, sinon on s'en sort pas pour la suite. Ok, donc on va mettre en pause cette histoire de couleurs pour l'instant. Mais en tout cas, vous avez vu les teintes et les transparences. Et on revient sur notre bloc image. Alors, il existe plein de manières d'obtenir des grilles d'images. Une des manières, c'est d'utiliser un script qui divise un grand bloc en plusieurs petits. Mais on va aller le chercher. Mettez peut-être le bloc là sur le côté. Il faut qu'il soit sélectionné. Donc, quand j'y mettais le bloc sur le côté, c'est avec la barre d'espacement. C'est juste le zoom qu'on a sur la fenêtre là qui est sur le côté. Voilà. Et alors, on va chercher les scripts. Fenêtre, utilitaire, script. Fenêtre, utilitaire, script. Donc, les scripts, c'est l'automatisation de InDesign. Vous avez dans Utilisateur les scripts que vous allez chercher sur stock.adobe.com ou sur Exchange, comment ça s'appelle maintenant. Enfin, il y a un endroit, ils ont changé de nom récemment, où on peut aller chercher des ressources pour les logiciels. Ou alors, il y a des gens qui conçoivent des scripts et qui vous les mettent à disposition, vous les téléchargez, vous les installez dans InDesign, ça apparaîtra là. Celui-là, vous ne l'avez pas, par exemple. Voilà. Ça, c'est juste un truc pour exporter les descriptions des styles de paragraphes. Donc, ce qui nous intéresse, c'est application. Et là-dedans, samples. Dans samples, vous avez les mêmes scripts, en fait. Je pense que ça doit être les mêmes scripts, oui. Encodés, programmés de 3 manières différentes, en fait. Donc, sur Mac, vous avez forcément AppleScript. Sur PC, il est probable que vous aurez un dossier qui s'appelle Visual Basic. Sur Mac et PC, vous aurez JavaScript. Et sur Mac et PC, vous aurez aussi le UXP Script, qui est la dernière manière de programmer des scripts que Adobe pousse c'est depuis 1 an. OK. Alors, on va aller dans le JavaScript. Je vous dis, c'est vraiment les mêmes scripts programmés de la même manière. Donc, vous vous ennuyez pas. On va aller chercher JavaScript. Et ils fonctionneront tous les 3. Alors, vous avez les scripts par ordre alphabétique, les scripts basiques fournis avec InDesign, et il y en a un qui s'appelle MakeGrid. Les autres scripts, à quoi ça sert? Je vais en passer certains en revue et expliquer parce qu'ils sont super intéressants. Mais pour l'instant, c'est MakeGrid qui nous intéresse. Votre objet est sélectionné, vous double-cliquez sur le script MakeGrid. Là, vous choisissez le nombre de rangées et de colonnes. Par exemple, ça peut être 4 et 4. Ah ben faisons différents, comme ça vous verrez bien. 3 et 4, par exemple. 4 rangées, 3 colonnes. Ça, c'est l'espace entre les rangées et les colonnes. On peut mettre 0, comme ça va coller. Voilà. Ceci, vous allez laisser cocher. L'objet original, le grand bloc, va être effacé. Le type de bloc, peu importe. Voilà. Alors, il faut faire gaffe parce qu'une fois qu'on a cliqué, il n'y a plus de retour en arrière possible. Je veux dire, il faudra effacer tous les petits blocs qui ont été créés si c'est pas bon, si c'est pas le bon nombre de rangées de colonnes, et puis recommencer un bloc et refaire le script. Une palette historique ne fonctionne pas? Ça va faire tellement de choses que la palette historique, ça va être compliqué. Ça pourrait, mais le mieux, c'est peut-être d'enregistrer. Et si c'est pas bon, vous faites fichier version précédente et ça recharge la version d'avant. Oui, parce que ça fait plein d'opérations. Alors, cliquez sur OK. Et voilà, vous avez les 16 blocs et le bloc original a disparu. Ah, ça va. C'est que Alors, vous avez quelque part les images que vous avez téléchargées.
Donc, vous avez téléchargé un zip, j'imagine, hein. Vous le dézippez sur Mac en double-cliquant sur le zip, sur PC en faisant clic droit, extraire. Surtout sur PC, faites clic droit, extraire, parce que quand vous double-cliquez sur un zip sur un Windows, vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur du zip, mais les logiciels comme Adobe ne voient pas nécessairement ce qu'il y a à l'intérieur du zip. Donc, sur PC, ce sera clic droit, extraire. Sur Mac, c'est double-clic sur le zip. L'idée, c'est, dans tous les cas, qu'on soit sur Mac ou sur PC, de faire à côté du zip un dossier décompressé. Bon, ben regardez quelque chose qu'on n'a pas encore fait, parce que jusqu'à présent, ce qu'on a fait, c'est sélectionner un bloc et demander fichier, importer et aller chercher. Et ce que vous pourriez faire aussi, c'est du drag and drop. Il faut arriver à avoir la fenêtre du Finder et en même temps voir la mise en page. Et si vous allez dans un des dossiers, peu importe en fait lequel vous prenez, et que vous prenez l'image et que vous la déplacez sur le bloc, elle va dans le bloc. Alors vous allez dire, on voit rien, on voit pas en entier. Oui, normal. C'est l'explication justement ici. Vous prenez ce que vous voulez. Moi, j'ai pris celle-ci dans Portrait, les images, mais vous prenez ce que vous voulez. Ça n'a pas d'importance quelles images vous utilisez, en fait. OK, ici, je clique à côté du bloc qui n'est pas sélectionné et je vous montre autre chose. Je vais charger plusieurs images en même temps par fichier importé et je vais aller chercher là où elles se trouvent, les images. C'est là qu'il faut avoir de l'ordre. Voilà. Donc, fichier importé, je peux cliquer pour sélectionner une image et avec la touche majuscule, vous voyez, c'est comme les fichiers, quoi. On clique sur le premier, touche majuscule, ça sélectionne les intermédiaires. Ou alors, clique et avec la touche commande du Mac ou contrôle du PC, ça sélectionne pas l'intermédiaire. Bon, l'idée, c'est de vous montrer qu'on peut importer plusieurs images en même temps. Quand on clique sur ouvrir, enfin, c'est fichier importé, mais il est mis ouvrir. Vous avez ici dans le curseur le nombre d'images qui sont dans le curseur qui s'est indiqué là, 2 entre parenthèses. Avec les flèches au clavier, je peux passer de l'un à l'autre. Là, il n'y en a que 2, c'est facile, mais les flèches sur le clavier, je décide laquelle je vais déposer en premier. Je clique sur le bloc, pas sur son bord, sur le bloc, voilà. Et puis, il ne me reste plus qu'une seule image, je clique et voilà, elle y est. Donc, on peut importer plusieurs images en même temps. Allez-y, essayez, fichier importé. Vous sélectionnez au moins 2 images et vous les déposez dans 2 blocs. Donc, on a vu 2 méthodes, hein, le drag and drop, le glisser-déposer, c'est pas mal. Ou l'importation, plusieurs images en même temps. En fait, les images sont pré-réglées au niveau de leurs centimètres. Et c'est ça qu'on voit. Elles arrivent avec les centimètres pré-réglés dans Photoshop ou l'autre logiciel que la personne a utilisé pour traiter les images. Ça n'a pas d'importance. On en avait déjà parlé d'ailleurs. Alors, vous allez sélectionner vos blocs qui contiennent des images d'une manière ou d'une autre, soit vous englobez, soit si vous avez fait d'autres blocs en bas, clic, commande, clic, non, clic, majuscule, clic, excusez-moi, dans ce cas-là, c'est majuscule, oui. Clic, majuscule, clic. Il faut arriver à sélectionner tous les blocs qui contiennent vos images. Et on va demander que ça surdimensionne dans le bloc. Et pour ça, vous avez des icônes ici au-dessus, mais moi, je vais aller dans le menu, mais je vous dis tout de suite que les icônes existent là. Donc, je vais aller dans le menu en haut, Objet, Ajustement. Et alors, on va demander d'ajuster le contenu proportionnellement dans ce cas-ci. Voilà. Ajuster le contenu proportionnellement. Vous voyez ce que ça fait? Les images sont
non déformées, mais elles sont proportionnelles. On voit la totalité de l'image sans déformation. Objet, ajustement, ajuster le contenu au bloc. Mais dans ce cas-là, l'image remplit le bloc, elle est vue en entier, mais elle est étirée. Ben forcément, elle n'a pas les mêmes proportions que les petites cellules, les petits blocs, en fait. Hein. Donc ça, c'était objet, ajustement, ajuster le contenu au bloc. Donc en fait, aucun des deux n'est vraiment idéal. Ajuster le contenu proportionnellement, ça remplit pas le bloc. Ajuster le contenu au bloc, ça remplit le bloc, mais c'est étiré. Donc, l'idéal qu'on utilise d'habitude, en fait, pour les photos, c'est ceci. Objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Allez-y. Voilà. Objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. À ce moment-là, toute l'image n'est pas vue en entier. Il faut parfois faire des ajustements manuels. Comme ceci. Par exemple, ici, c'est pas très heureux, la personne qui est coupée là au niveau du front. Je vais double-cliquer sur le bloc et forcément, je vois apparaître les limites de l'image. Je vais prendre l'image par le centre là et commencer à bouger. Et avec la touche majuscule, je peux caler sur les axes et je peux positionner, par exemple, comme ça. Même chose pour l'autre. Je repositionne pour l'autre. Voilà. À vous de voir. Parfois, c'est en horizontal qu'il faut bouger. Ça dépend des images et de la forme des blocs. Donc, quelques petits ajustements manuels, forcément. Donc, quand je double-clique, pour voir pendant que je bouge, je dois enfoncer le bouton de la souris sans rien faire pendant une demi-seconde. Et puis, je dois bouger avec la touche majuscule. J'essaie d'attention. Bien sûr, on peut aussi, quand on double-clique, agrandir l'image dans son bloc avec l'outil de transformation manuelle. Donc, j'ai double-cliqué, je vois les limites de l'image avec l'outil de transformation manuelle, poignée du coin, touche majuscule. Sinon, ça écrase. Touche majuscule, voilà. Sans la touche majuscule, ça fait ça. Touche majuscule. Touche Alt si je veux que ça s'agrandisse par le centre. Je lâche le bouton de la souris quand c'est bon. Puis les touches au clavier. Voilà. Je vais faire la même chose pour celui de gauche. Je double-clique, je vois les limites de l'image. Outil de transformation manuelle, poignée du coin. Alt et majuscule, voilà. Puis je repositionne sans aucune touche. Voilà. Voilà. Tout ça dépend de ce qu'on veut obtenir comme effet. Amusant. Ouais, on m'a dit que c'était bien. Si nous voulons passer par Photoshop, c'est pour une cadrage qu'on veut générer automatiquement avec des milliards pour tout. Oui, par exemple, pour celui-ci, il n'y a pas beaucoup d'espace au-dessus. Et si vous voulez de l'espace au-dessus, c'est possible de le faire dans InDesign, mais c'est pas conseillé parce que il le fait mal. Mais c'est une plus pour l'arrière-plan. Ça pourrait peut-être passer pour de l'arrière-plan. Ça pourrait peut-être passer. Alors, je vais peut-être faire une copie peut-être de celle-ci avec la flèche noire et la touche Alt, la touche Option. Voilà, j'ai fait une copie sur le bord de la page en le déplaçant. Objet, ajustement, ajuster le bloc au contenu. Voilà, je vois la totalité. On n'avait pas encore fait, tiens ça, ajuster le bloc au contenu. Et
Et donc, le développement génératif, certainement. Dès qu'on agrandit le bloc, développement génératif apparaît. Alors, le problème de ça, c'est que au niveau des liens, il va se passer des choses, en fait. C'est que l'image générée ne sera plus une image qui existe sur le disque dur. Et donc, si on la modifie dans Photoshop, oui, ça va compliquer les choses. C'est pour ça que moi, je préfère le faire dans Photoshop. OK, agrandissez avec la flèche noire. Si vous voulez faire le test, vous agrandissez le bloc. Et dans la barre des tâches contextuelles, vous avez développement génératif qui apparaît, oui, et ça va calculer. Voilà, générer, sans rien indiquer. Oui, il va vous faire 3 propositions. Oui, en effet, pour des fonds simples, ça peut être bien, mais dès que c'est complexe, Photoshop fera mieux. Voilà. Juste pour ajouter un fond. Ah tiens, c'est un oreiller. Il lui a mis un oreiller. Pourquoi pas? OK. Je vais enlever la barre des tâches contextuelles. Et donc, cette image-là, oui, dans la palette lien, il est indiqué que c'est de l'IA et il a été la mettre peut-être dans le dossier de InDesign. Donc, je vais réessayer avec une autre image. Voilà, que je déplace avec la touche Alt. Objet, ajustement, ajuster le bloc au contenu. Voilà. Et alors, si j'agrandis avec la flèche noire les limites de l'image et que je vais dans menu fenêtre, barre des tâches contextuelles, développement génératif, que je clique sur générer, il me fait 3 propositions. Mais tout le monde, les utilisateurs pro de InDesign le disent, c'est foireux, n'utilisez pas ça. Il y a parfois des choses foireuses. Quoique les choses s'améliorent tout le temps, hein, mais bon. Sur des choses, des fonds simples, ça passe. OK. Donc, pas évident. Est-ce que vous avez réussi malgré tout à faire ça? Vous avez pu tester? Allez-y, testez, parce qu'on va voir comment remettre ça dans les blocs. Bon, là, j'ai des blocs dont je ne peux pas changer la dimension parce que c'est mon design. Comment je fais pour mettre le nouveau bébé à la place de l'ancien? Eh bien, regardez, je double-clique. Je suis au niveau du contenu. Je vois les limites de l'image. J'enfonce la touche suppression sur le clavier. Le bloc se retrouve sans image à l'intérieur. Je vais sélectionner ici le bloc de l'image générée. Je fais édition couper. Je sélectionne le bloc dans lequel je veux le mettre. Je fais édition coller dedans. Et voilà. Et puis là, le truc habituel, on va dire, objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement, double-cliquer, outil de transformation, Alt et majuscule, etc. Je recommence avec monsieur ici. Je double-clique, je suis au niveau du contenu, on voit les limites de l'image. J'enfonce la touche suppression sur le clavier. Je vais sélectionner avec la flèche noire l'image qui est là et je fais édition couper. L'image se met automatiquement sur le côté. Donc, édition coller dedans, objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Et voilà, et on peut cette fois-ci avoir de l'espace au-dessus de sa tête. Voilà. Voilà, c'est une fonction qui s'appelle coller dedans. Donc, c'est pas édition coller parce que ça colle par-dessus si on fait édition coller. Voilà, voilà. Alors, la suite.
La suite, vous avez remarqué que quand on amène une image dans le bloc, il faut la redimensionner. Objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. On va faire en sorte que dès qu'on amène une image dans le bloc, elle se redimensionne toute seule. Et ça, c'est le pré-réglage d'ajustement des blocs. Ça peut être très pratique et on peut même en faire un style d'objet pour l'appliquer sur d'autres. C'est ce qu'on va faire. Donc c'est pour ça, n'allez pas trop vite avec vos blocs, gardez-en quelques-uns qui sont vides. On va faire l'exercice de faire en sorte que quand on amène une image par fichier importé ou par glisser-déposer, elle se redimensionne toute seule. Alors, allons-y, pré-réglage des blocs. Vous avez des blocs vides. Vous en sélectionnez un. Ouais. Et vous allez dans Objet, Ajustement. Et forcément, comme il n'y a pas d'image dedans, c'est grisé. Sauf qu'on a ici Option d'ajustement de bloc. Dans la boîte Option d'ajustement de bloc, vous pouvez choisir l'ajustement que vous voulez, remplir le bloc proportionnellement. Et si l'image n'a pas les mêmes proportions que le bloc, elle va forcément déborder par le haut ou le bas, ou la gauche ou la droite. C'est comme ça que c'est réglé. Si vous avez des images qui comportent par exemple en bas à droite la signature du photographe, et ça doit absolument apparaître, vous allez pouvoir faire par exemple ceci. Comme ça, le débordement ne se fera que par le haut ou la gauche. Voilà. Mais dans ce cas-ci, on va garder au milieu. C'est bon comme ça. On peut cliquer sur OK. Le bloc est pré-réglé. Et quand vous allez chercher une image, ça devrait s'adapter. Vous la déplacez du Finder ou vous... The second it's in, I'm letting that person got The pouch. Non, mais que les blocs soient rectangulaires ou carrés, ça n'a pas d'importance. green on it out to me. Wait, I on the phone. Donc, OK. Voilà. OK, voilà. L'image se redimensionne normalement quand on l'amène. Alors, chez toi, c'est pas bon parce que tu as choisi la mauvaise option. L'image est vue en entier. C'est une des choses qu'on avait faites au début, en fait. Donc, c'est quand ton bloc est sélectionné, c'est Objet, Ajustement, Option d'ajustement de bloc. Et on fait bien attention, c'est remplir le bloc proportionnellement. But I want to get these over. Ah ben oui, tu avais choisi l'autre, voilà. Voilà. OK, faites ça pour un bloc vide. Remplir le bloc proportionnellement. À nouveau. Voilà, et n'amenez pas d'image dedans. Yes. Donc ce bloc est pré-réglé. Objet, ajustement, option d'ajustement de bloc. Il est pré-réglé en remplir le bloc proportionnellement. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'au départ de ce bloc qu'on vient de pré-régler, on va faire un style d'objet qui nous permettra de mettre ça sur n'importe quel autre bloc, en fait. Yes. Alors, il est important de faire le style d'objet au départ d'un bloc qui est vide. Parce que si vous faites ça au départ d'un bloc dans lequel vous avez mis une image et que vous avez bougé l'image ou la redimensionné et que vous faites le style d'objet après, eh bien, le positionnement de l'image et son redimensionnement seront inscrits dans le style d'objet. Et ce qui convenait pour cette image de cette immonde bestiole ne conviendra pas pour une autre image. Donc, c'est pour ça que moi, je vous conseille de faire le style d'objet sur base d'un bloc vide. Et là, on a peut-être une chance que ça fonctionne. Ça va, vous l'avez, un bloc vide? Alors, tu as des points d'interrogation parce que peut-être que tu as bougé le dossier qui contient les images ou tu l'as renommé et il ne trouve plus les images. C'est pas très grave pour l'exercice ici. Sinon, comment est-ce qu'on fait pour dans ce cas-là? Est-ce que c'est le cas? Tu as renommé le dossier qui contient l'image, les images? Je ne vois plus. Tu ne le vois plus. C'est plutôt ennuyeux.
Sinon, l'idée, c'est de faire clic, majuscule clic sur toutes les images et de demander dans le menu de la palette lien, rééditer le lien du dossier et aller indiquer où se trouvent les images. Mais dans ce cas-ci, c'est pas grave, tu peux ne pas le faire. Voilà, des points, rouges, des panneaux rouges. Oui, ça, c'est image manquante. Voilà. Typiquement, c'est quand on a déplacé le dossier, l'effacer, le renommer, InDesign ne voit plus où est le dossier, il faut l'aider, il faut lui réindiquer. Mais c'est pas grave ici. OK, donc on continue. Vous avez votre bloc qui est sélectionné. Vous allez dans le menu fenêtre, style d'objet. Fenêtre, style d'objet. Et vous demandez de faire un nouveau style d'objet que je vais appeler ici bloc qui redimensionne proportionnellement. Évidemment, c'est un peu long, hein. Je vais abréger. Un bloc qui redimensionne proportionnellement d'après 100. Et alors, surtout ici, il y a une astuce, c'est que les options d'ajustement de bloc ne sont pas enclenchées. Il faut aller les enclencher avec le petit V. Donc, il y a un petit ascenseur sur le côté avec tous les réglages du bloc. Les options d'ajustement de bloc, ceci doit être enclenché avec le petit V. OK. À partir de là, tout bloc que vous faites, là, j'en fais un sur le côté, on peut lui mettre ce style. Les blocs qui sont là en bas, je les sélectionne. Je leur mets le style. Et donc, si j'amène des images dans ces blocs, normalement, ça se redimensionne. Voilà, ça marche. Ah, la tortue, j'annule parce que j'avais déjà fait. Mais voilà. C'est Sarah, il faut cocher ajustement automatique. Non, l'ajustement automatique, je le coche pas. C'est quand on redimensionne le bloc pour que l'image se redimensionne avec, mais ce n'est pas obligatoire ici. C'est un truc en plus. Les blocs ici, on les redimensionne pas. OK. Mais vous pourrez tester si vous voulez, hein. Voilà, donc tout fonctionne. Et le tri, Pratique, ça. Dan. Ah oui, et le bloc d'à côté aussi, forcément. Dan, c'est la personne des petits termes de terrain. C'est new. It's OK. OK. C'est chouette. And tout. Peut-être. Peut-être bien. Tout. Il dit Enfin, vous avez l'idée, hein. Voilà. Bon, ici, je passe en affichage aperçu. Vous voyez ce que ça donne. On avait demandé 0 de gouttière. Comment donner l'impression que les blocs s'éloignent les uns des autres? Eh bien, en les sélectionnant tous et en leur mettant à une couleur de contour blanche et une épaisseur, ça va donner l'impression qu'ils s'éloignent les uns des autres, alors qu'en fait, ils ne s'éloignent pas. Donc, je les sélectionne tous.
Je mets la case contour à l'avant-plan. Je mets la même couleur que le fond de la feuille dans la palette nuancier. Donc, c'est du blanc. Couleur papier. Par la palette contour, j'épaissis. Et alors, on a peut-être intérêt à mettre le contour à l'intérieur du bloc, sinon on aura des choses bizarres. Et pas à cheval. Voilà. Et vous avez, ça donne l'impression qu'il y a des lignes qui séparent les images. En fait, que ce n'est qu'un contour blanc à l'intérieur de l'image qui déborde sur l'image d'ailleurs. Hein. Si on y va très fort sur le contour blanc, à un certain moment, voilà. On ne voit plus ce qu'il faut voir dans l'image. Logique. Hein. Mais c'est rapide. Alors, il y a d'autres solutions. La gestion de l'espacement entre les blocs par la palette alignement, notamment l'outil gap, l'outil espace entre les blocs, c'est celui-là. Mais franchement, ceci marche bien. L'outil ici, on va l'utiliser très bientôt, en fait. Voilà. Alors, toutes ces images, on peut les grouper. Si vous les sélectionnez toutes, ben oui, si on les sélectionne toutes et avec l'outil de transformation, on peut les redimensionner, évidemment. J'annule. Mais ce qu'on peut faire, c'est les grouper. Objets associés. Comme ça, quand on clique sur n'importe laquelle d'entre elles, elles vont toutes bouger. Elles sont dans un groupe. Et un groupe dans InDesign, ça ressemble à ça. Il y a des petits pointillés qui indiquent qu'on a affaire à un groupe. Donc, en sélectionnant toutes les images, objets associés, on prend n'importe laquelle des images, on clique sur n'importe laquelle, ça s'active. Pas sur le réticule central, parce que là, on tombe directement dans le contenu du bloc. Faites gaffe à ça. Pas bon, ça. Non, on clique sur une image, pas double-cliquer non plus, sinon on rentre dans l'image. Au niveau du bloc. Pas bon. Voilà. Bon, c'est juste une première approche du groupe. Après, je vous expliquerai plus tard ceci qui permet de naviguer dans les groupes, notamment. Également, la flèche blanche, avec la touche Alt, ça se transforme en blanche plus, permet aussi de naviguer dans un groupe. Voilà. OK, ceci, regardez. Vous allez tester après. Open your eyes, ouvre les yeux, ouvre tes ouïes, allez. Palette des calques. Vous avez un calque fond? Peut-être bien. Hein? Oui. Oui, parce qu'on avait mis le fond dégradé sur un calque fond pour l'autre exercice. OK, je vous montre. Regardez bien. Une astuce hyper intéressante également quand on fait des sites web. Comment faire en sorte que les parties blanches des images aient l'air d'être plus lumineuses que le papier ou que le fond de la page blanc, le fond blanc de la page web. Je vous montre. Pardon? Non, ça n'est pas. À fond à la page, oui, oui. Mais alors, il y a une astuce. On va faire une illusion d'optique. Ne faites rien, regardez, vous allez pouvoir tester ça après. J'ai les deux calques du dessus verrouillés. Je travaille sur le calque fond. Je vais aller mettre sur la double page ici un rectangle que je trace à l'extérieur. Je vais me mettre en affichage normal. Je trace à l'extérieur, voilà. Le contour, j'en ai pas besoin. Le fond, je vais faire un fond qui va être du noir. Je ne vais pas aller dessus. Alors, ah oui, la teinte est à 0, ok. Donc, un fond en noir, mais il faut que je le fasse très faible, en fait. Et donc, qu'est-ce qui va se passer si on fait ça? À l'impression, l'endroit où il y a le papier va salir, être sali par un tout petit peu d'encre, mais les gens ne le voient pas. En fait, ils croient que c'est la vraie couleur du papier. Par contre, là où il y a les photos, le blanc
c'est le vrai blanc du papier qui apparaît. Et donc, ça donne l'illusion que les photos sont davantage lumineuses. Il y a juste un petit problème ici. Vous voyez lequel c'est? C'est que j'avais mis un contour blanc aux images. Ben, il faudrait qu'il soit de la même couleur que le fond maintenant, en fait. Hein. Donc noir. C'était combien? 6 que j'avais mis? Je sais pas. Voilà. Et donc, quand vous faites un site web, c'est une astuce connue aussi pour que les images aient l'air plus péchues. On peut faire comme ça, salir le fond, l'affadir, et ça donne l'impression que les images ont davantage de punch. Ça se voit surtout là où il y a du blanc dans les images. Ok, je ne sais pas si ça vous voulez tester ou pas. Alors, avec et sans, voyons un peu. Si j'enlève l'œil en face du calque fond, on voit avec et sans, en fait. C'est subtil, hein. Ici, je l'ai fait de manière subtile. Le but n'est pas que ça se voit. Donc ça, c'est vraiment une astuce utilisée en publication papier. Et en fait, ce fond, il peut être mis dans le gabarit A. On ne va pas le faire ici, mais si on veut qu'il soit dans tout le document, ben, au lieu de le faire sur les pages 10 et 11, comme je l'ai fait ici chez moi, je le fais dans le gabarit. Vu que toutes les pages du document utilisent le gabarit A, eh bien, elles auront toutes un fond gris. Alors ici, si ça vous intéresse et si vous avez le temps, évidemment, c'est une playlist dans laquelle j'explique... il y a quand même 3 heures de vidéo, parce qu'il n'y a pas que ça. Comment faire une couverture pour une encyclopédie jeunesse, avec notamment, oui, les premières choses qu'on vient de voir sont là dans les premières vidéos, la grille d'image, le fond couleur. À un certain moment, je montre que dans certaines cellules, à la place des images, on peut mettre du texte et avec des effets spéciaux, notamment des effets de découpe comme ça, de l'ombre interne, des choses comme ça. Voilà. Donc, c'est dispo. Évidemment, tout ça prend du temps. C'est comme tout. Vous êtes au courant de 10 000 heures? Ça vous dit rien? Non. Si c'est non, pas que c'est une fin de il faut peut-être seulement C'est pas une légende, c'est une théorie théorisée par Malcolm Gladwell. Voilà. Lui, il a une théorie, la théorie des 10 000 heures. En effet, je vois que tu connais quand même. Il dit que n'importe qui peut apprendre n'importe quoi et devenir maîtriser tout s'il y consacre 10 000 heures, en fait. Voilà. Bon, il y en a qui disent que c'est faux. C'est pas mal parce que ça montre que si vous êtes débutant dans un domaine et qu'au bout d'une centaine d'heures ou 200 heures, vous vous trouvez un peu nul, vous êtes encore nulle part, c'est normal. Bah oui, c'est comme le piano, c'est comme tout, quoi. Bon, alors maintenant, est-ce qu'un sourd peut apprendre à jouer de la musique ou un aveugle à peindre? Pas certain. Hein, on est d'accord. Ça vous paraît ridicule. Sachez qu'il y a des écoles de graphisme, de communication visuelle où le fait que les étudiants ou les étudiantes, mais surtout les étudiants forcément, puisque c'est génétique, soient daltoniens, ne leur pose aucun problème. J'ai des doutes. Mais il paraît, d'après les enseignants, que ces étudiants produisent des choses intéressantes. Ils rapportent surtout de l'argent, quoi. Mais bon. Donc, théorie des 10 000 heures est intéressante. 10 000 heures, évidemment, 10 000 heures... je crois que ça fait en action, c'est pas jour, hein, je veux dire. Non, si vous y consacrez 8 heures par jour, ça fait 1250 jours, ce qui nous fait 3 ans, un peu moins de 3 ans et demi. Ça, c'est... Un complet. Oui, mais il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui sont mordus. Si vous y consacrez 4 heures par jour au lieu de 8 heures par jour, ce sera 7 ans, quoi. Voilà.
Mais de toute façon, on devient bon avant, hein, rassurez-vous. Hein. Ah, c'est bien. Et puis aussi, vous perdez pas dans la technique. InDesign, c'est tellement vaste. Il y a personne, même les pros, qui connaissent tout, tous les aspects. Franchement, je pense que il faut compter quand même entre 3 et 6 mois, bien s'y mettre, je pense, hein, pour être à l'aise dans le logiciel. Mais ça dépend aussi de ce que vous voulez faire, quoi. Et vous savez qu'on arrive. Moi, j'ai commencé en 99, donc et avant, je faisais Express dans les années 90, depuis 93 à peu près. Je faisais le concurrent de InDesign, Quark Express, donc je ne... voilà, Kiss. sachez-le, il y a des domaines où je suis pas bon. Hein. Voilà. Ah bien. Voilà, il y a plein de domaines où je suis pas bon. Et le but n'est pas de venir de connaître tout comme le formateur ou comme un prof. Hein, voilà. Après, si on veut en faire son métier et faire de l'éditorial, des choses complexes, là, il faut creuser. Il y a tellement de choses dans lesquelles on peut se spécialiser. Et puis aussi, il y a toutes les nouveautés IA qui arrivent. C'est pas évident. Hein. Alors, je vous propose sur la page de gauche ici de faire l'autre technique avec l'outil espace. Donc, sur la page de gauche, et dans ce cas-ci, je dois activer le calque image qui est déverrouillé. Oui, parce que j'étais avec le calque fond activé, le calque image déverrouillé, mais malgré tout, il me disait « je peux pas ». Ben oui, parce qu'il faut lui préciser qu'on veut travailler sur le calque image. Donc, je crée un grand bloc dans la zone intramarge. Pour qu'on voit ce qu'on fait, je vais lui donner une couleur de fond. Et alors, on va utiliser le Make Grid. À un certain moment, je vous expliquerai les autres scripts hyper intéressants qui font gagner du temps. Donc, c'est fenêtre utilitaire script. Make Grid, je double-clique en ayant le bloc sélectionné. Je choisis le nombre de rangées et de colonnes. Je vais faire 4, 4. Et dans ce cas-ci, je laisse la gouttière. Voilà. Et avec l'outil Gap, on va pouvoir gérer les espacements facilement. Bon, les espacements, je vous montre, ne le faites pas. On peut aussi les gérer à l'ancienne avec l'outil flèche blanche. Si j'englobe, par exemple, tous les points du bas des blocs de la première rangée, puis que je les bouge avec la touche majuscule, ben, je gère les espaces, en fait. Hein. Bon, je vais annuler ça, parce qu'on va faire ça autrement. Ça, c'est à l'ancienne. Donc ici, il faut sélectionner les blocs, et puis, outil Gap. Quand vous mettez, avec cet outil, sur une colonne ou sur une rangée, vous pouvez appuyer et bouger, et vous êtes en train de modifier la hauteur des blocs ou la largeur. Bon, ça, c'est pour toute une colonne. Si vous enfoncez majuscule, ça ne va être que là où vous cliquez que ça va bouger. Pendant que j'ai la touche majuscule enfoncée, voilà, ça fait ça. D'accord? Avec la touche Alt, la touche Option, ça éloigne les blocs qui sont de chaque côté de la colonne ou de chaque côté de la rangée. En fait, ça va les éloigner. Ah oui, c'est pas évident. Ouais, là, c'est pas évident, il faudrait jouer autrement. Oui, parce qu'il y en a qui bougent, forcément. Avec la touche commande du Mac ou contrôle du PC, vous gérez l'espacement. On peut même les faire coller. C'est bête. Touche commande. Voilà, je suis en train de le faire sur une colonne qui était encore entière, on va dire. Ça gère l'espacement.
Bon, ça peut être sympa, hein. Ça permet d'amener un peu de variété dans la grille d'images. Après, on peut appliquer à ça le style d'objet qu'on a mis au point précédemment, qui s'appelait bloc qui redim proport. Et quand on amène des images dedans, ben, elles devraient se redimensionner. Voilà, j'ai chargé 21 images. Je les passe en revue si je veux, avec les flèches au clavier. Je clique. C'est redimensionné chaque fois. What? 15. Il faut que je sélectionne tout et que je redimensionne éventuellement. Just. What? But. Avec transformation manuelle et Alt. Voilà. Then. Et majuscule, pardon. Transformation manuelle et majuscule. Je vous ai enduit dans l'erreur. C'est pas Alt. C'est transformation manuelle et majuscule. En sélectionnant tout. Voilà, très sympa pour faire des visuels. Well, just a bit. Get the edge there. Donc, le style, Space. je vais rechercher le style. Les caractéristiques de ce style, c'est que il a été créé sur base d'un bloc où on avait réglé les options d'ajustement en remplir le bloc proportionnellement. Puis on a dû aller cocher les options d'ajustement de bloc parce qu'elles n'étaient pas cochées comme ceci d'ailleurs. Oui, ça c'est encore un truc très nouveau mais intéressant. Mais voilà. Et else, il le faut, mais c'est. Et je vous avais dit qu'il faut absolument faire le style sur base d'un bloc qui est vide, parce que si vous avez mis une image et vous avez chipoté, la repositionné, ce sera inscrit dans le style, ça va vous poser des problèmes. Et puis, Ça, c'est habituel. finger, souvent, tu vas te dire, Ding, find the trusting, c'est le Bon, il est évident que vous pouvez aussi faire des blocs horizontaux et les diviser uniquement en colonnes. Ben oui, hein, Ding, logique. ding. Mais de ça, Voilà. Donc, si j'ai un bloc horizontal ou si j'ai un bloc vertical et que je joue le script, je peux juste jouer sur soit les colonnes, soit les rangées. Donc, dans le cas du bloc horizontal ici, je vais dire une rangée et peut-être 5 colonnes. OK, et voilà. Dans le cas du bloc vertical, je vais dire 5 rangées et une colonne. Oui. Ah, bah, c'est bien, vous n'avez pas pété les plombs avec le script. Parce que j'ai déjà eu des cas en formation de gens qui pétaient les plombs. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est en anglais. Ah, ouais. Il y en a qui râlent. Parce que c'est en anglais. Ben oui, mais il a été fait comme ça, voilà. Mais. Ouais, ça donne bien en gardant des couleurs aussi. Je vois ton design orangé, là. En gardant des couleurs, ça fait très hollandais, en fait. Des blocs qui sont restés en couleur. Pourquoi pas? J'ai pas suivi comment on fait pour que ce soit envoyé en bas, enfin, sur les côtés. Ouais, ça peut donner bien si on laisse des blocs vides. Alors, quelque chose qui n'a pas été expliqué, je vous le montre quand même.
Je vais le montrer ici, éventuellement. Si je veux un grand bloc, ben, j'ai plusieurs solutions. Je supprime certains blocs. Waouh, c'est groupé, donc je ne peux pas supprimer comme ça. Il faut que je dégroupe éventuellement objet dissocié. Voilà, je clique à côté. Je supprime éventuellement ces blocs-là, puis je prends ce bloc-ci et je l'agrandis. Et grâce au repère commenté, je vais pouvoir... Ah ben, de toute façon, ici, ça colle, donc il n'y a pas de problème. Et je demande objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Et voilà, on a de la diversité comme ça aussi. Ich glaube, du coup, comment vous avez fait pour prendre juste un pavé? Donc là, j'ai dégroupé parce qu'ils étaient groupés. J'ai fait objet dissocié. J'ai dû, pour avoir accès à chaque bloc séparément facilement. Puis j'ai été supprimer un bloc. Voilà, je clique, touche suppression. Puis celui-là, je l'ai agrandi. Et puis j'ai demandé objet objet ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Voilà. Une saucisse, un chicken. Le problème, c'est qu'après avoir fait objet dissocié, tu n'as pas cliqué à côté pour désactiver les blocs. Il faut cliquer à côté, puis venir cliquer sur ceux que tu veux supprimer. Alors, il y a d'autres solutions aussi. Par exemple, si j'agrandis ce bloc-là, il est superposé à l'autre, et je les active tous les deux avec la touche majuscule. On a les opérations booléennes, fenêtre, objet et mise en page Pathfinder. Et on peut, grâce à ça, réunir deux blocs ensemble. Voilà. Mais je vous montre juste pour que vous voyez que ça existe, les opérations booléennes qui permettent de soustraire, d'ajouter, de ne garder que l'intersection ou de réunir. Mais il faut que les blocs soient vides parce que s'ils contiennent quelque chose, ça va pas trop bien marcher, le objet fenêtre, objet mise en page Pathfinder. Et puis, ça va en rendre ce terme. Donc, l'ours ici, pour qu'il remplisse le bloc, j'aurais pu double-cliquer sur lui et utiliser l'outil de transformation manuelle, mais j'ai demandé que ça se fasse de manière automatique. Objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. C'est une des premières choses qu'on avait faites au tout début, avant qu'on ne voie l'ajustement automatique. C'est pas rien. Il faut